Bon matin. Ce matin, tu remarqueras que je ne suis pas maquillée. Je suis pas en petite robe avec des fleurs et tout ça. Je suis dans mon salon. Tout ce que de plus naturel, je sors de la douche. Tu vois d'ailleurs mon physique à l'état pur. Disons-le comme ça. Et il y a une raison, bien évidemment, pour tout ça. La raison, c'est grâce à Catherine. Salut Catherine. Catherine, c'est une patiente qui m'a partagé un jour qu'elle pensait, en me regardant, que j'avais eu une vie facile. Puis que c'était pour ça que j'étais de bonne humeur, que j'étais rayonnante et que je me permettais de lui donner des conseils dans sa vie qui était plutôt complexe. Et ça m'a frappée de voir que oui, notre cerveau y associe un beau sourire, une belle robe à bonheur facile. Puis aujourd'hui, j'ai envie de te partager un petit peu ma vie, puis pas pour que tu apprennes à me connaître, là, pas du tout, mais pour que tu arrives à voir que notre vision, notre regard, notre cerveau catégorise facilement. Puis, il nous dit comme, ben, pour elle, c'est simple, alors nous autres, on a une vie complexe, puis on a raison d'être malheureux. Pour que ça soit facile, dans le fond. On va le dire comme ça, ok? Simple comme ça, parce que j'ai pas envie là, d'explication là-dessus. Ok. Notre cerveau choisit ça, puis on va vers la simplicité. Parce que, puis c'est un peu la raison de cette vidéo-là, parce que être heureux, c'est difficile. Ouais, mais oui, c'est hyper difficile. C'est un choix de tous les instants, être heureux. Vivre dans le bonheur, c'est un choix. C'est vraiment un choix parce que, avouons-le, si c'était simple, tout le monde serait heureux. Il n'y aurait pas autant de gens en dépression, en burn-out. Il n'y aurait pas autant de gens dans les hôpitaux psychiatriques. Il n'y aurait pas autant de gens avec des troubles d'anxiété généralisés. Être heureux, c'est un choix. Alors, je te partage mon parcours, puis compare. Puis compare-toi. Ouais, fais-le, on le fait pas, hein. On dit comparer, c'est pas bien, mais compare. Compare ton parcours puis le mien. Puis même si ton parcours a été plus difficile, mais pour moi, c'est que tu as encore plus d'outils pour être heureux. Et si ton parcours a été super simple puis que tu vis quand même un malheur, ben c'est parce que tu dois aujourd'hui faire le choix d'être heureux et de faire des petites actions dans ce sens. Je dis souvent que si je décide demain matin de faire un jardin et planter des graines, mais de ne pas m'en occuper, j'aurai pas une belle récolte de fruits et de légumes. Un jardin, ça prend du temps, ça prend de la patience, il faut s'en occuper, il faut être assidu. Ben, le bonheur, c'est pareil. Autant pour ton corps physique, même si tu t'entraînes pendant 1 an avec un entraîneur privé, que tu manges super bien, si tu arrêtes d'ici 2 mois, ça donne à rien, là. Tout ce que tu as fait dans le passé, ça donne à rien. Alors ton bonheur, c'est la même chose. Et que je te raconte un petit peu mon histoire. Moi, je suis née, là, j'étais déjà dans les difficultés. Je suis née, j'étais super malade, j'ai été hospitalisée et opérée. Ça a créé chez moi un trouble, une anxiété de séparation. Okay? J'avais vraiment peur d'être séparée de mes parents, c'était vraiment épouvantable. Me laisser à la garderie, me laisser à l'école, c'était quelque chose. Pauvres parents. Fait que moi, je suis née là, avec ça. Je me suis fait opérer, je suis hospitalisée. Après ça, j'arrive chez moi. Je me sens complètement différente des autres membres de ma famille. Je me sens pas correcte, je me sens anormale. Ça se même créé une anxiété. J'en ai même développé des TOC, des troubles obsessifs compulsifs. Je replaçais tout le temps les choses. Le volume de la télévision devait toujours être sur un chiffre pair parce que sinon, ma vie en dépendait. Il m'arriverait un grand danger. C'était dépensé.
je dormais avec plein d'objets autour de moi, des photos de ma famille au cas où je meurs pour leur prouver que je les aime. À 9 ans, là, c'était vraiment insupportable, vraiment insupportable. J'avais un mal de vivre. J'étais pas bien. J'avais tout le temps un petit nuage noir au-dessus de ma tête. Mais à l'école, je rayonnais. J'étais pétillante, j'avais tout le temps plein d'idées. Puis pourtant, à l'école, j'étais vraiment nulle, que j'étais pas bonne. À 9 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette. Ça me faisait du bien. Je trouvais des dégueulasses, des mégots de cigarettes par terre. Puis j'ai essayé d'en fumer un. Ça m'a relaxée. Ça a fait du bien. Fait que je fumais une fois de temps en temps en cachette. À cette époque-là, c'était facile de se procurer des cigarettes. Puis moi, ben, je gardais déjà des enfants. À 11 ans, je me suis fait complimenter par mon père sur ma façon de gérer mon appétit. Oh! Ça n'en prenait pas plus. J'avais maintenant une qualité, j'étais capable de gérer ma façon de manger. Ça n'a pas rentré dans l'oreille d'une sourde et je suis devenue anorexique. Jusqu'à ma première grossesse. Vraiment, à en perdre mes cheveux puis à perdre beaucoup de poids. C'était vraiment pénible parce qu'on se chicanait à chaque repas. Mes parents voulaient que je mangeais pas. Ça faisait tout le temps des chicanes. Donc, je suis devenue anorexique, puis un an après, j'ai commencé à prendre de l'alcool dans le petit bar à mes parents. Ouh, ça faisait du bien. Fait que 12-13 ans, je commençais à boire. Wow! Avec mes amis aussi, puis c'était comme, ça me libérait. Ça me libérait vraiment. 14 ans, je rencontre l'homme de ma vie, avec qui j'ai eu 3 enfants et que j'étais en relation 22 ans. Je suis sur une autre planète. Là, lui me comprend, lui il m'aime, lui il m'accepte tel que je suis. Je capote ma vie. 2 ans plus tard, 16 ans, je tombe enceinte. Ben, je suis enceinte. J'apprends que je suis enceinte et là, on me dirige vers l'avortement. Rendue à mon rendez-vous d'avortement, on m'explique que mon bébé est déjà formé, qu'il va avoir possiblement des complications, que j'ai la chance, ben, ça se peut que je ne puisse plus avoir d'enfant. Et on me montre une photo de mon petit bébé qui a des petites mains, des petits doigts, des orteils. Et là, émotivement et médicalement parlant, c'est trop complexe pour moi de me faire avorter. Donc, à 17 ans, j'accouche de mon premier enfant. Quand j'ai fait ma valise pour aller accoucher, ma valise d'hôpital, c'était déjà une entente avec mes parents que je devais faire mes valises et quitter le nid familial pour des raisons qui sont les leurs et qu'aujourd'hui, je suis capable de bien comprendre puis que je trouve qu'ils ont bien raison. T'sais, dans le fond, si je suis capable d'avoir un enfant, je suis capable de me gérer puis de m'occuper de tout ce qui vient avec comme responsabilité d'avoir un bébé. Pendant ma grossesse, mon conjoint a commencé à consommer beaucoup plus de drogue. Et là, j'ai commencé à observer des comportements spéciaux, comme vol, comme mensonge, comme manipulation. Mais moi, j'ai la broue dans le toupette, puis j'apprends tout sur être maman, comment être une maman, une bonne maman, qu'est-ce qu'un bébé ça mange, c'est quoi l'accouchement, je commence à apprendre tout ça. Donc, j'ai pas la tête à m'occuper de ce conjoint-là qui consomme beaucoup de drogue, puis je me dis, ben, ça va y passer. Alors, j'accouche, j'ai 17 ans, et comme mon conjoint a des comportements particuliers, je me dis que pour sécuriser mon enfant, je devrais me mettre sur l'aide sociale. Alors oui, 17 ans, j'ai reçu mon premier chèque d'aide sociale parce que je voulais poursuivre mes études. Je voulais finir mon secondaire 5. Alors, à 17 ans et demi, j'arrive à l'école avec mon bébé dans une super école qui est l'école L'Accessible. Je ne sais pas si ça s'appelle quand même, si ça s'appelle encore comme ça, puisque ça fait 22 ans qu'elle existe, cette école.
En tout cas, c'est dans l'école Armand-Corbeil à Terrebonne, une école extraordinaire là, qui m'a vraiment, vraiment grandement aidée. Je me rends à l'école avec mon bébé et c'est pas facile, mais je continue. Je continue, puis j'ai le focus de terminer mon secondaire 5. Le 23 juin, je termine l'école et le 23 juin, je commence à travailler dans un dépanneur collé à mon appartement. Fait que c'est ça. Je travaille, j'ai mon bébé, j'ai assez de revenus comme l'aide sociale me donnait, donc je débarque de l'aide sociale, puis je deviens autonome. Tranquillement, l'idée d'avoir un deuxième bébé nous vient. Parce que j'ai vraiment le rêve d'une famille unie, de faire ma vie avec mon conjoint, puis qu'on ait plein d'enfants, que je fasse des tartes, puis que ça soit super plaisant. Super agréable, donc, 19 ans, deuxième bébé. Je suis rendue avec 2 enfants, je deviens maman à la maison. Là, ça commence à mal aller. Je suis maman à la maison, j'ai plus de revenus, je deviens complètement dépendante. La manipulation se fait très forte. Puis comme j'ai rien, ben, je ferme ma boîte. Puis moi, je veux juste que ça aille bien. Hein? Je suis très, ce que j'appelle, là, mes patients vont comprendre, très naïve, déterminée. J'ai un seul but, c'est d'avoir une belle famille, unie. Alors, je finis par renier ma famille, je n'ai plus d'amis. Il y a même de mes amis qui me disent « Ben, nous, on n'est plus capable des comportements de ton chum, alors on se reverra éventuellement. On se rappelle. » Fait que je me retrouve toute seule au monde avec 2 enfants. Et les années passent. Mon fils, mon deuxième enfant, est sur le point de rentrer à l'école. Alors là, je sens une petite excitation, je retourne sur le marché du travail, je regarde les possibilités qui s'offrent à moi. Et un bon matin, le papa de mes enfants me dit « Tu sais, So, on a toujours voulu une grande famille, hein? » Ben là, je réalise que j'aimerais vraiment ça avoir un enfant et l'élever, celui-là. Tu sais, les 2 autres, j'en ai pas vraiment profité, je t'ai pas aidé. Mais là, j'ai le goût de me prendre au sérieux, j'ai le goût de prendre ma responsabilité de père au sérieux, puis d'avoir un 3e enfant, puis vraiment, là, de mettre la main à la pâte. Je te l'ai dit, je suis naïve et je suis déterminée à ce qu'on ait une belle grande famille unie. Alors, 1 mois plus tard, je suis de nouveau enceinte. On a notre 3e enfant, donc on oublie les projets de retourner à l'école, on oublie les projets de travailler, de retourner sur le marché du travail. J'ai mon 3e enfant. Et là, je n'en peux plus, c'est vraiment difficile. Vers les 3 ans de mon fils, nos vacances approchent, puis pour moi, qui dit vacances dit moment pénible. Alors, je m'en vais chez Zelleuse à cette époque-là, je ferme mes yeux, puis je choisis un livre au hasard. Je tombe par hasard sur le livre « Les 5 blessures de l'âme » de Lise Bourbeau. Je lis ce livre-là au complet dans ces vacances-là et je capote ma vie. C'est une découverte. Puis je vois à la fin du livre qu'il y a des formations sur ce livre. Oh my God! À chacune de mes fêtes après et à Noël, je demandais des sous que je mettais de côté pour aller à l'atelier la première atelier de cette école-là, qui était être bien avec soi et être bien avec les autres. Ouh! J'économise mon argent et j'annonce à mon conjoint que je m'en vais à cet atelier-là. Ça m'a pris tout mon petit change, tout mon courage. Je me rends à cet atelier-là. Ça fait vibrer quelque chose en moi d'extraordinaire. Pendant 1 an, j'ai relu cet atelier-là. J'ai lu
tous les livres de cet auteur-là, qui est Lise Bourbeau, une femme extraordinaire, qui a une façon de partager extraordinaire. Parce que je ne connais pas la femme en particulier. Donc, je lis tous ces livres-là et là, il commence à avoir un petit changement. C'est passé la première formation, je veux devenir intervenante en relation d'aide. Alors, mon fils a 4 ans, il me dit « Maman, j'aimerais ça avoir des amis. » Wow! Je lui trouve une petite garderie, il y va 2 fois par semaine à raison de 4 heures. Entre-temps, je commence à faire de l'entretien ménager. Je suis devenue femme de ménage. J'étais tellement bonne dans ça. Je pensais que c'était ma seule qualité. Je suis devenue femme de ménage. Et tout l'argent que je faisais, je la mettais de côté pour payer ces études-là. Et un jour, je dis à mon conjoint, je commence cette formation-là. Évidemment, je ne te raconterai pas là, la tempête que ça a faite, mais j'y suis allée. J'ai fait la formation au complet. Ce qui fait que j'ai ce métier-là, cette passion-là. J'ai fait cette formation qui a été extraordinaire. Je me suis fait des amis. J'en revenais pas. Je pensais que j'étais bonne pour la poubelle. Non, il y a des gens qui m'aimaient. Alors là, j'ai des amis. Je me mets à avoir des dîners avec des amis, à réaliser que ce que je vivais, c'était pas normal. Puis à prendre confiance en moi, puis à me dire « Hey, moi, je veux travailler avec des amis, avec des femmes, avec des hommes, peu importe. Je vais avoir un party de Noël. » Alors, j'ai commencé aussi à être secrétaire. Là, j'étais femme de ménage, secrétaire, et j'allais aux études. Mes ailes étaient en train de se déployer. C'était extraordinaire. Là, je commence à vivre, je commence à goûter à tout ça, puis je tripe. Vraiment, je sens que là, je peux être moi, puis j'adore ça. Alors, tu comprendras qu'il y a eu un certain clash là, dans ma vie de famille. Et tranquillement, j'ai expliqué à mon conjoint que je voulais me séparer. Là, je te saute des gros bouts parce que je veux pas que tu focuses sur ce que j'ai vécu et que tu te dises, voyons, cette personne-là est donc bien exécrable. Non, c'est pas ça le focus, ok? Je veux juste te montrer que ça peut être dur, mais on peut s'en sortir, puis on peut avancer dans tout ça, là, quand même. Alors, je décide que je veux me séparer. Je vais juste prendre mes notes. J'ai fait une chronologie pour rien oublier. Je décide que je veux me séparer et on l'annonce à mes enfants le 15 décembre. C'est plate, mais je n'en peux plus. Et à ce moment-là, où on est tous assis à la table et que j'annonce à mes enfants que je veux me séparer, le papa de mes enfants dit c'est dommage que votre mère n'ait jamais voulu qu'on fasse une rencontre de couple, qu'on ait un thérapeute de couple. Puis là, je dis comme, c'est une blague, tu sais, je te l'ai demandé tellement souvent. J'en ai même des preuves sur mon cellulaire. Je comprends pas pourquoi tu dis ça. Et là, il dit, non, dans le fond, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si seulement tu savais gérer ton problème d'alcool, on n'en serait pas là aujourd'hui. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on m'attaque personnellement. Je regarde mes enfants, je leur dis, si vous voulez rester, vous restez. Si vous voulez quitter, vous pouvez aller dans votre chambre. Je comprends que c'est vraiment difficile ce qu'on vient de vous annoncer, mais on va poursuivre la discussion sur ça, papa et moi. Et les enfants décident bien évidemment de s'en aller. Puis je l'ai regardé, mon conjoint de l'époque, puis je lui ai dit, si tu penses vraiment que j'ai un problème d'alcool, je vais te demander d'appeler au centre de thérapie où tu es allé il y a 6 mois. Un centre de thérapie pour alcooliques. Et là, il me dit, ben non, c'est pas vraiment ça que je veux dire, mais tu sais, non, sais-tu quoi, finalement, je veux vraiment y aller. Appelle, je sais pas le numéro, appelle, je vais parler avec eux, je veux y aller. Là, comprenons-nous bien, on est le 15 décembre. Et
par choix, je décide de me rendre dans un centre pour alcooliques, toxicomanes et gamblers. Si on fait le calcul dans les dates, je suis partie du 17 décembre au 7 janvier. Alors, si tu me comprends bien, j'ai volontairement décidé de me passer d'un Noël qui est une fête ultra importante pour moi et du jour de l'an avec ma famille, avec mes enfants, avec mes amis. Je l'ai passé ce moment-là parce que j'étais exténuée, j'étais brûlée et je voulais me ressourcer parce que je savais que ce qui s'en venait serait vraiment complexe et perturbant. Je suis partie. Je te raconte pas tout, là, les détails, mais je suis partie dans ce centre de thérapie-là. Et j'ai réalisé à quel point j'étais bien. J'étais tellement heureuse que même mon intervenante m'a dit « Toi, là, t'es la seule qui n'a pas de difficultés. T'as le gros sourire fendu jusqu'aux oreilles. Toi, ma belle, t'es pas alcoolique. C'est pas ton alcoolisme qu'on va gérer. C'est ton deuil familial qu'on va vivre. » J'ai passé 3 semaines extraordinaires. Là, c'est difficile à dire parce que si tu avais vu le centre, j'étais la seule qui trouvait ça extraordinaire. J'ai réalisé à quel point c'était difficile ce que je vivais pour vivre quelque chose d'extraordinaire dans un centre de thérapie avec des gens en manque, des gens avec des grandes problématiques, des gens très souffrants. J'ai trouvé ça extraordinaire, je vais le redire. J'en suis sortie avec le fait que j'avais vraiment pas besoin d'alcool pour être drôle, j'avais vraiment pas besoin d'alcool pour aimer fêter. Ça fait plusieurs années que je bois pas d'alcool, puis c'est un des très beaux cadeaux que j'ai dans ma vie. Fait que tu vois, ça aussi, c'est grâce à mon ex-conjoint. Je le remercie. Quand je me suis séparée, ça a été ultra pénible. Puis là, comme ça implique mes enfants, je vais pas te raconter tous les détails, mais ultra pénible. J'ai dû, entre autres, céder ma maison, céder tous mes biens, comme les électros. Je suis partie avec 0 sous dans mon compte, avec 0 meuble. J'ai mis pendant 3 ans mes vêtements dans un classeur. Tu sais, là, la boîte en métal, mes vêtements étaient dans un classeur parce qu'une amie m'avait donné son classeur qu'elle n'avait plus besoin. Puis j'avais pas de meubles, j'avais pas d'argent pour m'en acheter. Fait que ça m'allait, c'était correct. J'ai dormi pendant 2 ans sur ce qu'on appelle une coquille d'œuf dans mon bureau. Fait que les gens là, qui viennent chez moi, là, dans mon bureau, là, ouais, je dormais là, par terre. Ça a été très difficile. Je me suis beaucoup endettée. Mais j'ai quand même décidé d'être heureuse. Depuis les 4 dernières années où je suis séparée, j'ai décidé que le bonheur faisait partie de moi. Puis que rien n'allait m'en empêcher. J'ai un focus sur la vie que je veux. Et j'y travaille avec acharnement. Tu vois, aujourd'hui, on est dimanche matin. Il est peut-être 7h30. Je suis debout depuis très longtemps parce que je me lève à tous les matins à 5h30 pour travailler, que ce soit sur les vidéos, que ce soit sur les textes que je vous publie, que ce soit sur le remplissage de mes dossiers, que ce soit des patients que je reçois chez moi. C'est 7 jours sur 7. Maintenant que je ne cache plus rien à mes enfants, mes 2 gars avec qui je vis, ils pourraient vous dire à quel point je suis constamment à la tâche.
Je fais attention à moi. Je m'entraîne. Je ne bois pas. J'essaie de manger le mieux possible pour être en forme. Je médite souvent. J'écoute au gros maximum 1 heure de télé par jour parce que j'ai pas de temps à perdre. Parce que je cultive mon bonheur. Parce que je médite. Parce que ça me fait réaliser plein de choses. J'écris mes gratitudes à tous les jours. Je fais des lectures ou j'écoute des vidéos sur la relation d'aide, le bien-être, la confiance. Je suis constamment en train de travailler. Il y a des patients qui viennent me voir des vendredis soirs de 8 à 9 heures. Des patients qui viennent me voir le samedi matin à 8h30 le matin parce que j'ai un objectif puis il n'y a rien qui va m'empêcher. Est-ce que c'est toujours cool? Non! C'est sûr que le vendredi soir, là, j'aimerais bien être sur une terrasse. Mais j'aime ce que je fais, je suis passionnée et j'ai un focus. Souvent, les gens me demandent pourquoi j'ai pas d'amoureuse. Hein? Mon voisin Michel, là, ça le tracasse bien gros de savoir qu'il n'y a pas d'homme qui rentre chez moi puis il trouve ça bizarre. Pourquoi? J'ai-tu dit amoureuse? Je pense que j'ai dit amoureuse, mais c'est amoureux. Je rectifie si j'ai dit amoureuse. Pourquoi j'ai pas d'amoureux? C'est que j'ai un focus. Puis avoir un amoureux, on va se dire, ça prend du temps. Et je n'ai pas ce luxe-là. Parce que j'ai un objectif. Parce que je veux mettre mon focus sur mon bonheur, le bonheur de mes enfants, le bonheur de ma petite fille, parce que je suis grand-maman. C'est ça mon focus. Être heureuse et personne ne va m'en empêcher. Je te dis pas qu'être en relation, c'est être malheureux. Non, mais je veux prendre tout mon temps pour arriver à cet objectif-là qui me remplit de bonheur. Alors, si toi aussi, tu me regardes puis tu dis « Ah, ça a l'air facile pour elle, elle est toute petite, elle a des belles robes, elle est toute bien maquillée. » C'est pas facile. Non, mais je décide quand même d'être heureuse. Puis quand ça va pas bien, à place de m'effoirer sur mon divan, puis d'écouter des séries Netflix, de boire ma grosse bière, puis de manger mon sac de chips, quand ça va pas bien, je vais méditer sur le bord de l'eau. Quand ça va pas bien, je vais courir à m'en épuiser, puis revenir tellement épuisée que je suis même pas capable de réfléchir à comment ça va pas bien. J'ai sauté plein de grandes lignes là, de moments vraiment épouvantables là, que tu te dis, voyons, croire que j'ai vécu ça, ça n'a aucun sens. J'en ai passé plein. Parce que je voudrais pas dénigrer des personnes, je voudrais pas rabaisser des personnes. Parce que ce qu'ils m'ont fait m'a servi. Je suis constamment en formation pour essayer de soit améliorer des points que j'ai à améliorer. Je suis toujours dans ça. Je te dis pas que ça va être ça toute ma vie. Je te dis pas que je vais passer le reste de ma vie célibataire. Je te dis pas que je vais passer le reste de ma vie à focusser sur ma carrière. Je te dis que présentement, je focus sur mon bonheur et sur mes objectifs pour m'y rendre. Et que j'épure tout ce qui n'en fait pas partie et tout ce qui me rend pas bien. Tout ce qui me fait me distancer de cet objectif-là. Alors, si tu as une vie misérable, c'est toi qui as le pouvoir, pas les autres. Tu peux partir de rien et quand même te rendre où tu veux aller. J'espère un jour de tout mon cœur être dans la maison de mes rêves, ne plus être en appartement avec un voisin assez bruyant. Puis pouvoir te dire, j'ai réussi. J'ai vraiment réussi. Puis dans le fond, je te dis que j'espère, mais j'espère même pas. Je le sais que ça va arriver. Je le sais que ça va arriver parce que j'ai décidé que j'y arriverai. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Je sais que cette vidéo-là a été très longue. T'es pas obligé de l'écouter au complet. Mais décide d'arroser ton jardin.
Décide de pas juste planter une graine une journée puis t'attendre à ce que tu aies un plant de fraises puis qu'il soit extraordinaire, ces fraises-là. Ton bonheur vaut plus que ça, ta personne vaut plus que ça. Prends ton bien en urgence. N'hésite pas une seconde de plus. Je t'embrasse. Bonne chance.